Covid, guerre en Ukraine, problèmes climatiques actuellement, les problèmes semblent s'enchaîner dans le monde ou même en France pour juste notre espace à nous. Et on a l'impression que notre gouvernement, petit à petit, en tire profit. Et en tout cas, c'est la thèse du livre de Lucien Cerise que j'ai invité, Gouverner par le chaos. Cette thèse, c'est qu'en fait, il y a une stratégie de gouvernance qui permet à une certaine élite de dominer le peuple, ou du moins de pouvoir le transformer et le mener là où l'élite veut le mener. Lucien Cerise, bonjour. On va donc parler de votre livre, Gouverner. Merci pour cette invitation. Voilà. Ah ben, je vous en prie. Donc, on va parler de votre livre, Gouverner par le chaos, qui est aux éditions Max Milo. Je mets un lien dans la description pour ceux qui veulent aller l'acheter chez votre éditeur. Et ma première question, c'est donc, eh bien, en quoi consiste la stratégie de gouverner par le chaos? Qu'est-ce que c'est que cette stratégie que vous dévoilez dans votre livre? Alors, pour commencer, il faut préciser que c'est la troisième édition qui vient de sortir. La première édition datait de 2010. Donc, je l'avais écrite en 2009. Et en fait, j'avais commencé à l'écrire en 2008, c'est-à-dire à la suite de l'affaire de Tarnac, qui m'avait inspiré un certain nombre d'idées. Ensuite, on m'a demandé de faire une conférence. La conférence a été annulée, donc j'ai écrit un texte qui est devenu un article, puis un petit livre. Bon, vous avez vu, en fait, le nombre de pages est limité, mais la version de 2010 était encore plus réduite. Elle faisait moins de 100 pages. Donc c'était une sorte de gros article euh, qui m'a permis de passer en revue un certain nombre en fait de techniques de contrôle social qui reposent sur un principe, c'est de faire monter l'entropie sociale. Alors bon, c'est des termes qui peuvent voilà, C'est-à-dire, donc bon, en fait, quand on fait un peu d'épistémologie ou de science, en fait, de sciences de la nature, donc il y a les notions d'entropie et de négantropie qui sont simplement synonymes d'ordre et de désordre. Donc l'entropie, ENTROPIE, c'est le désordre qui aboutit à la mort. C'est la décomposition, le morcellement, la fragmentation, pour aller vite. Je résume. Et la négantropie, c'est en fait tous les phénomènes, au contraire, finalement des phénomènes qui luttent contre le désordre, donc les phénomènes d'organisation et les phénomènes d'information. Bon, moi j'ai un parcours en sciences de l'information et de la communication, sciences infocom. Donc bon, on nous dit le point de départ, c'est donc la théorie de l'information et de la communication de Shannon et Weaver, qui est un livre qui est publié en 1945. Enfin bref, juste après la deuxième guerre mondiale. Et en fait, Claude Shannon et Warren Weaver définissent la notion d'information de la manière suivante, c'est la réduction de l'incertitude. Et en fait, ça, c'est la méthode, appliquée par le pouvoir pendant très longtemps. C'est ce qu'on appelle finalement, en gros, l'autorité. C'est-à-dire le pouvoir pendant des milliers d'années, enfin pendant des centaines d'années, a gouverné en imposant son autorité, donc en imposant un ordre particulier à la société et à ses sujets sociaux. On a vu apparaître au fil des siècles une tendance minoritaire, représentée notamment par tous les penseurs des stratagèmes, que ce soit ça commence avec Sun Tzu, l'art de la guerre, ça se prolonge avec Machiavel, etc. Il y a une tendance comme ça en fait qui apparaît je dirais dans la culture internationale en fait, et qui réfléchit aux méthodes de contrôle social par le désordre. Et en fait, cette tendance qui est restée minoritaire pendant des siècles devient majoritaire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui ressemble de près ou de loin à un pouvoir, à l'exercice du pouvoir par l'autorité et par l'ordre, en quelque sorte, est jugé d'une certaine façon, en fait, de plus en plus comme étant abusif. C'est de l'abus de pouvoir. Et on voit que dans la culture populaire, on a vu naître un goût pour le désordre, enfin un goût pour le chaos, qui est en fait qui marque une rupture anthropologique
et ça commence véritablement dans les années 1960, hein, avec la révolution sexuelle, etc. Et toute la culture pop, hein, toute la contre-culture qui accompagne, hein, la révolution sexuelle, apparue en Californie, et qui a essaimé un petit peu partout en Occident. C'est resté confiné, je dirais, au monde occidental, hein, sous contrôle anglo-américain pour aller vite. Mais bon, en fait, ça vient fondamentalement, hein, de méthodologies, hein, qui elles-mêmes sont issues du management et du marketing, hein, comme par exemple l'obsolescence programmée, hein, qui consiste en fait finalement à mettre sur le marché des produits qu'on a soi-même sabotés, hein, pour qu'ils ne durent pas trop longtemps. Donc vous voyez en fait comment, et puis alors le management aussi, donc apparu au début du fin 19e, début 20e siècle. Au début c'était finalement encore sous influence, donc l'inventeur du management, Frederick Taylor, était encore sous influence finalement des méthodes de contrôle social traditionnelles, conventionnelles, donc imposition d'un ordre. Mais au fil des décennies, on a vu apparaître des méthodes de management par la déstabilisation, hein, des travailleurs, par exemple, par la déstabilisation de l'entreprise, de la culture d'entreprise, hein, ce qui permet de faire changer, hein, une culture d'entreprise, de faire changer un collectif, en fabriquant son consentement. Hein, c'est la méthode de conduite du changement, par exemple, qui consiste en fait à modifier, hein, les habitudes de travail, hein, les habitudes de comportement, les habitudes de communication entre les salariés d'une entreprise de manière graduelle, hein, de manière insensible, mais surtout en obtenant leur accord, hein, pour qu'il n'y ait pas de, je sais pas quoi, de rébellion, enfin de manifestation, de refus. Donc tout ça rejoue. Mais Oui. alors pour bien comprendre, ce que vous dites, c'est que donc pendant des siècles, on a eu une sorte de management, enfin management, non, pardon, un pouvoir, parce que ça concerne évidemment les rois, les présidents, Mmh. etc. Top-bottom, c'est-à-dire qu'ils prenaient des décisions et ils faisaient en sorte qu'on les applique sur le terrain, point barre. Et ensuite, aux alentours des années 60, qu'est-ce qui se passe? C'est la population qui n'en veut plus et qui commence à mettre en place tout ce qu'on a vu en 68, et le gouvernement après qui réagit à ça par une nouvelle méthode de management, ou c'est le gouvernement qui décide de prendre une nouvelle méthode de management et qui crée, entre guillemets, pas de toutes pièces, mais qui met en place ce que l'on voit en 1968. Ce que je veux dire, c'est une réaction du gouvernement à une population qui veut plus le top-bottom, ou est-ce que c'est une stratégie dès le départ du gouvernement de changer de méthode de management? Alors, en fait, il y a deux pouvoirs qui sont entrés en concurrence, enfin deux formes d'exercice du pouvoir. Donc, par exemple, autour de mai 68, pour prendre un exemple bien concret en France, à l'époque, donc, De Gaulle incarnait, hein, le pouvoir conventionnel, hein, le pouvoir par l'autorité, hein, Mm. le pouvoir enfin, la gauche appelle patriarcal. Mais tout ce qui tourne autour de mai 68 et de la révolution sexuelle, dans les années 60, en réalité, c'était aussi l'expression d'une forme de pouvoir, hein, c'est-à-dire le pouvoir du business, en fait, hein, le pouvoir de enfin comment dire ça, enfin je dirais, enfin de toute la culture populaire, enfin de la pop culture, en fait, hein, qui en fait a commencé à concurrencer les méthodes de contrôle social par l'autorité et par l'ordre, en instillant, hein, en fait, en développant, hein, des techniques de contrôle social, au contraire, là, par justement, en fait, la déstabilisation des formes conventionnelles, des formes classiques, hein, de type patriarcal, et en mettant sur pied une culture jeuniste, hein, une culture de la contestation du père, une culture du meurtre du père. Hein, on a beaucoup parlé enfin, avec, comment dire, mai 68, c'était le meurtre du père en France, mais en fait, c'est toute cette culture-là enfin californienne, etc., qui en fait reposait sur le même principe, hein, c'est-à-dire en fait tous les slogans de mai 68 étaient finalement très explicites, hein, jouir sans entrave, etc., etc. Donc, et en fait, ce qui se passe avec cette contre-culture des années 60, en réalité, c'est l'expression
du transfert en politique, enfin de l'application en politique de la cybernétique, des méthodes de contrôle cybernétique. C'est-à-dire en fait comment infliger des coups sans coup en fait, mais avec deux orthographes différentes. Hein, c'est-à-dire en fait comment reconstruire une société après l'avoir déconstruite, hein, comment faire de la démolition contrôlée avec les sociétés, et éventuellement avec les sujets humains. Donc ça, ce sont des techniques qui sont apparues notamment dans les années 50. Hein, bon, donc la cybernétique est inventée pendant la Deuxième Guerre mondiale par un mathématicien américain du nom de Norbert Wiener. Et ça donne des idées à un certain nombre d'intellectuels qui se regroupent pendant plusieurs années dans les conférences MACY, M-A-C-Y, et qui réfléchissent à des transferts de compétences entre la cybernétique, donc dans son usage premier, c'est-à-dire le calcul balistique, pour appliquer ça dans le contrôle social. Et ça donne en fait, ça fait apparaître, je dirais, enfin disons que le terme d'ingénierie sociale apparaît au 19e siècle en réalité. Mais disons que ça permet d'affiner toutes les méthodologies d'ingénierie sociale, c'est-à-dire de traitement de la société comme une structure en trois dimensions. Vous voyez, c'est-à-dire en fait comme un bâtiment, comme une architecture. Ça c'est bon, ça vient de l'approche utopiste de la société. La société est une architecture. Enfin, de fait, elle possède une architecture, mais on va la traiter comme si c'était un bâtiment. Hein, et puis bon, bah, on va faire des travaux. Hein, la société est en chantier. Ça c'est vraiment la vision utopiste issue du 19e siècle qui en fait qui a été finalement déployé complètement au XXe siècle, notamment avec les applications politiques de la cybernétique. C'est-à-dire que la société commence à être traitée effectivement comme un objet, hein, tout simplement. Hein. Donc on oublie que finalement, on applique vraiment la cybernétique jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre les sujets et les objets. Hein, c'est ça finalement le cœur de la cybernétique, hein, c'est que il n'y a plus de différence entre les êtres vivants et les êtres non vivants. Nous sommes tous des systèmes en interaction. Nous sommes tous des systèmes qui échangeons de l'information avec notre environnement. J'échange de l'information avec vous là en ce moment, mais une machine peut faire avec un radiateur à thermostat échange lui aussi de l'information avec son environnement. Une intelligence artificielle échange aussi de l'information avec son environnement. Vous voyez, donc en fait avec cette grille de lecture, on écrase toutes les différences entre le vivant et le non vivant. Et donc les sociétés, les groupes humains en fait, peuvent être traités comme des objets, comme des gros objets complexes, un peu protéiformes, avec des contradictions, des nuances, mais malgré tout, on peut modéliser ça, donc pour schématiser le traitement de la société comme un objet dont il faut réduire l'incertitude. Hein, c'est ça en fait et pour y Alors, parvenir, juste je termine une phrase, pour y parvenir, comme en vas-y. fait il y a toujours un risque de produire des réactions de rejet, des réactions de refus, il va falloir procéder par des stratagèmes, c'est-à-dire faire du piratage, ni plus ni moins, c'est-à-dire pirater les sociétés, pirater donc les individus qui composent la société. Hein, bon, tout ça c'est fractal, en fait, on retrouve à toutes les échelles un peu les mêmes stratagèmes. Et en fait, en piratant une société, vous pouvez la transformer à son insu. Hein, ou du moins en fabriquant même son consentement au changement. Et tout ça, en fait, a été appliqué en parallèle du pouvoir politique officiel. Hein, le pouvoir politique officiel, évidemment, comment dire, que ce soit De Gaulle en mai 68 en France, mais en règle générale, même Macron aujourd'hui dit qu'il faut rétablir l'ordre avec les manifestations, etc. Mais en parallèle, vous avez des méthodes de contrôle social par le désordre qui sont appliquées en parallèle et de manière, on pourrait dire, un peu non officielle, avec les cabinets de consultants qui viennent en quelque sorte conseiller, qui viennent en fait seconder et qui viennent subvertir les techniques, les méthodes, je dirais, conventionnelles par l'autorité et par l'ordre. Alors, est-ce qu'on peut prendre un exemple très concret pour être sûr de bien comprendre? Euh,
Alors moi en tête, j'ai l'exemple du Covid que on voit dans votre livre. Vous en avez peut-être un autre que vous voulez aborder, je ne sais pas. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple très concret de cette gouvernance par le chaos pour que l'on voit vraiment vers quoi on nous entraîne et la façon en fait dont les choses se mettent en place pour nous entraîner Mmh. vers ce que veulent nos dirigeants en fait. Oui, bah, bon, la crise sanitaire, bon, je rapporte un certain nombre d'exemples liés, plutôt, enfin, dans le livre, là, enfin, je rapporte des sources, là, qui me permettent de comprendre, comment, travaillent, les économistes, hein, par exemple, hein, pour, justement, obtenir le consentement de la population, par exemple, à des réductions, de budget, hein, dans les services publics, par exemple. Enfin pour obtenir en fait, pour ne pas provoquer trop de réactions. Par exemple, je rapporte une source là d'ailleurs. Attendez, autant que je la lise directement. Alors j'ai pas encore, je ne sais plus quelle page c'est. C'est un certain Christian Morrison. Alors, je vais vous retrouver ça. Oui, ou par exemple, il y avait les déclarations de Denis Kessler, hein, donc le président du MEDEF, hein, qui disait il va falloir déconstruire le CNR, enfin l'héritage du CNR. Hein, il disait voilà, raccrochons notre pays au monde. Hein, il faut en finir avec l'État social et la sécurité sociale. Alors, attendez, je vais retrouver les. Ah voilà. Donc, c'est donc un rapport publié dans le cahier de politique économique de l'Organisation de coopération de développement économique OCDE qui faisait des préconisations pour liquider les services publics d'État en provoquant le moins de réactions possible. Deux points, ouvrez les guillemets. Si l'on diminue les dépenses de fonctionnement, il faut veiller à ne pas diminuer la quantité de services, quitte à ce que la qualité baisse. On peut réduire par exemple les crédits de fonctionnement aux écoles et aux universités, mais il serait dangereux de restreindre le nombre d'élèves ou d'étudiants. Les familles réagiront violemment à un refus d'inscription de leurs enfants, mais non à une baisse graduelle de la qualité de l'enseignement. En fait, tout est là. Il faut que la baisse de la qualité de vie en général, hein, en réalité, soit graduelle, par étapes. Donc il y a une autre technique, hein, qui s'appelle la méthode des nudges, hein, qui a été aussi appliquée pendant la crise sanitaire, et qui consiste à procéder de manière justement non autoritaire. Donc son inventeur, c'est un certain Cass Sunstein, qui a été conseiller d'Obama et qui aussi en 2008, hein, a écrit un article sur l'infiltration cognitive. Comme Hmm. justement parce qu'en fait il s'était rendu compte qu'il y avait un problème avec les forums de discussion sur Internet, enfin avec Internet en général, c'est que les gens arrivent à communiquer de manière décentralisée et échappent en fait au contrôle psychologique, hein, du pouvoir. Et donc il avait proposé, hein, on peut trouver ça, c'est un universitaire, hein, il avait publié ça. En fait, c'est un article co-rédigé avec Adrian Vermeul. Ils ont publié ça sur, je sais plus, sur un site. Enfin bon, bref, on peut trouver ça sur en téléchargement en PDF, c'est en source ouverte. Hein. Et il dit voilà, bon, on a un problème avec Internet et les théories de la conspiration. Il va falloir faire de l'infiltration cognitive sur les forums de discussion, sur les blogs, pour en fait, hein, en quelque sorte, de subvertir, hein, toute cette blogosphère qui se pose trop de questions, hein, et qui remet en question le récit officiel, hein, par exemple sur le 11 septembre. Hein, là, en 2008, on était encore, hein, dans le sillage, hein, de l'attentat. Et donc, voilà, et Cass Sunstein a été recruté par l'OMS plus récemment, hein, pour justement fabriquer le consentement, hein, toujours pareil, engineering of consent, hein, d'après Edouard Bernays, pour faire que les gens acceptent, hein, toutes les méthodes de contrôle sanitaire, toutes les mesures sanitaires, y compris dans leurs aspects les plus coercitifs, hein, comme le confinement. Alors, je sais de sources sûres, et ça pareil, c'est en source ouverte, hein, que le fameux papier, l'attestation, l'auto-attestation de sortie, a été appliqué justement en application, enfin comment dire ça, sous influence, hein, sous inspiration de cette méthode des nudges. Hein, bon, en réalité, à mon avis, c'était là pour le coup, c'est un ratage. Je veux dire, ça a provoqué plus d'hilarité dans la population qui trouvait ça parfaitement ridicule. Mais j'avais trouvé ça, je sais plus, c'était un article du Point ou de l'Express, hein, qui disait qu'effectivement le cabinet de consultants qui avait eu cette fausse idée de génie
de l'auto-attestation, là, en fait, c'était inspiré par la méthode des nudges de Cass-Sunstein. Donc il y a effectivement tout un tas comme ça de techniques qui sont appliquées au quotidien. Là, en l'occurrence, c'était l'OMS et les cabinets de consultants, etc. Donc l'idée, c'est qu'on fait très peur à la population et en lui faisant très peur, on va réussir à lui faire accepter des choses qu'elle ne devrait pas accepter. C'est-à-dire que grosso modo, on fait peur avec le Covid et du coup, on peut enfermer la population ou mettre en place le pass vaccinal. Quoi. C'est ça la théorie. Ce qu'on n'aurait pas pu faire s'il n'y avait pas eu Voilà. le Covid. On n'aurait jamais pu C'est mettre en en place des fait choses le comme ça. pompier pyromane, ni plus ni moins, ou la stratégie du choc, pour reprendre le terme, enfin le titre là du livre de Naomi Klein. Donc bon, il y a des gens qui ont découvert ça en 2020. Bon, mais bon, quand on prend des coups, parce que bon, enfin, on comprend que c'est comme ça que fonctionne le capitalisme, au sens général du terme, enfin, ou l'ultralibéralisme. C'est en fait, bon, ça procède par la déstabilisation des modes de vie. Donc j'ai fait aussi, je m'étais occupé de faire la préface d'un livre là de Stuart Ewen chez un autre éditeur, La conscience sous influence, où il reconstitue bien que pour implémenter la société de consommation dans les années 1920 aux États-Unis, il a fallu détruire les modes de vie traditionnels aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, les immigrés, puisque bon, c'est essentiellement un peuple d'immigrés européens, africains aussi, mais disons que en fait, bon, tous les modes de vie que les immigrés qui ont peuplé les États-Unis avaient amené avec eux, qu'ils ont transmis à leur descendance née sur le territoire américain, ont été laminés et ont été en fait transformés, etc., pour les adapter en fait parce que pour les adapter à la société de consommation. Et parce que en fait, bon, fondamentalement, comment dire, le sens commun ne veut pas consommer en réalité. Enfin, il veut pas consommer au-delà de ses besoins réels, vous voyez. Mais la société de consommation a besoin de créer de nouveaux besoins au-delà des besoins réels. Donc il y a un certain nombre comme ça de stratagèmes pour en fait vous rendre un toxicomane en réalité. Ça revient à ça. Donc bon, alors je parlais d'obsolescence programmée qui consiste à saboter sa propre production, enfin, ce sont les producteurs qui le font, et puis bon, enfin, et là, effectivement, bon, toutes les techniques là de type pompier pyromane, qui consistent en fait à donc ou conduite du changement, qui consiste à créer un sentiment d'urgence dans le groupe que vous voulez faire changer, mais en fait, la question de la réalité de l'urgence finalement est assez secondaire. Ce qui compte, c'est la perception d'une urgence. Et donc là, on va sur toutes les techniques aussi de management de la perception, qui consistent en fait à produire un récit, parce que nous percevons le monde au prisme du langage. Donc en fait, toutes ces méthodes consistent à produire un récit anxiogène, fondamentalement. Ça, c'est la base de la base. Le pompier pyromane, finalement, n'a même pas besoin d'allumer un véritable incendie. Il suffit qu'il parvienne à faire croire qu'il y a un véritable incendie. Et, de ce fait, il fabrique le consentement de la population impactée, ou de la population crédule, puisque finalement, il n'y a plus besoin d'être impacté réellement par un vrai problème. Ce qui compte, c'est la perception. Je rapporte les mots d'un conseiller de Sarkozy, là, qui est Laurent Soli, qui dit bien la réalité n'a aucune importance, c'est la perception qui compte. Si vous croyez qu'il Oui, mais au bout d'un moment, on est quand même frappé par le réel parce que, par exemple, sur le Covid, il y a les chiffres qui arrivent au bout d'un certain temps. L'Ukraine, il y a malgré tout du réel, c'est-à-dire qu'il y a une guerre en Ukraine côté réel, et puis on n'est pas spécialement impacté par cette guerre en France, dans le sens où on n'a pas de bombes qui nous tombent dessus. Donc le réel existe quand même. À un moment ou un autre, cette stratégie de juste faire peur euh, se, doit se confronter à ce réel et se confronter aux Oui, chiffres. mais dans un premier temps, il y a un effet de sidération, il y a un effet de surprise, qui peut durer plusieurs mois ou plusieurs années. Et le pouvoir l'exploite à fond.
hein. Par exemple, Klaus Schwab ou Alain Bauer ou Neil Ferguson ont dit, hein, très rapidement, hein, au printemps 2020, en gros, on a 2 ans, hein, pour faire passer un maximum de choses. Voilà, bon, ça c'est parce que il y a des cycles de l'attention, enfin, parce que l'ingénierie sociale, ça consiste à prendre, enfin, une bonne partie de l'ingénierie sociale consiste à prendre le contrôle de votre champ attentionnel, hein, pour en fait le façonner, Mmh. hein, et donc et décider à votre place de ce que vous percevez ou de ce que vous ne percevez pas. Et à l'intérieur de ce que vous percevez, il s'agit de décider à votre place de ce que vous percevez avec confiance, hein, de ce que vous percevez comme ami et de ce que vous percevez comme ennemi, hein. Donc, il s'agit de prendre le contrôle de vos relations de confiance et de méfiance et d'indifférence. Ça, c'est vraiment mon apport personnel, on pourrait dire, à l'ingénierie sociale, c'est d'avoir théorisé ça, en jouant sur le triangle de Karpman, hein. C'est en fait, les trois archétypes, hein, que l'on peut articuler, hein, pour justement jouer sur les relations de confiance et de méfiance, c'est-à-dire comment je perçois autrui, enfin, les transactions affectives liées au fait de percevoir autrui comme un sauveur, une victime ou un bourreau. Enfin bref, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais maintenant je ne sais plus quelle était votre question. Ah oui, est-ce qu'il faut le réel, voilà. Le réel. Voilà, des bouts de réel, oui, d'accord. Alors il en faut bien, hein. C'est comme par exemple quelqu'un qui dirait, je sais pas, bon, le SARS-CoV-2 n'existe pas, par exemple. Bon, pour donner du grain à moudre quand même aux médecins, aux laboratoires, etc. Enfin bon, il faut quand même qu'il y ait un virus qui se balade, qui circule. Mais sur la base de cette grippe, hein, qu'on pourrait, en fait, on devrait appeler ça la grippe 19, c'est rien de plus. Bon, sur la base de cette grippe, eh bien, on élabore un récit qui, lui, est entièrement fictif. Bon, il y a Pierre Chaillot, là, je crois que vous avez invité, hein, qui en parle très bien, Oui. certainement mieux que moi. Enfin, bon, lui, ça fait des années qu'il est dans les chiffres, hein, donc il connaît tout ça vraiment par cœur. Et donc, et quand on regarde les chiffres officiels, là aussi, il y a un retour du réel. Hein, bon, on voit qu'en fait, il s'est pas passé grand-chose. Donc, en fait, ce qui compte, c'est même d'aller au-delà des chiffres, hein, et de produire un discours dans les médias. Mais un discours, enfin, je veux dire, en langue vernaculaire. Hein, c'est même pas un discours fondé sur, comment dire, un discours en mathématiques ou quoi. Ça consiste tout simplement à dire ayez peur, hein, tremblez dans les chaumières, braves gens, ayez peur. Et ça, bon, on nous l'a fait. Enfin, ça a été vraiment, comment dire, asséné, enfin répété pendant toute l'année 2020, 2021. Et puis à partir de 2022, bon, voilà, le champ attentionnel, hein, et puis surtout, on commence à être blasé, hein, mais le champ attentionnel commence à se modifier spontanément, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des phénomènes spontanés, hein, dans les sociétés, mais il y a aussi donc des phénomènes ingénierés, hein, donc des phénomènes artificiels. Et puis, mais il y a parfois le retour du réel, donc le retour, hein, du spontané. Et au bout de 2 ans, de toute façon, en général, bon, en gros, il n'y a plus cet effet de nouveauté, hein. Vous voyez, la première année, tout est nouveau, et donc on est déstabilisé. La deuxième année, on commence à s'accoutumer, hein, à ce qui était nouveau. Donc en fait, ça fait moins peur, hein, quand c'est censé être anxiogène. Et donc il y a un effet Mmh. on est un peu blindé, quoi. Voilà. Et du coup, on passe votre idée après, c'est qu'on passe du coup à un autre narratif anxiogène. C'est-à-dire qu'on change, on laisse tomber celui qui est arrivé en bout de course et on passe sur un Alors, nouveau narratif. éventuellement, bon, là, en l'occurrence, l'OMS va essayer d'exploiter à fond le récit, hein, de la pandémie meurtrière de la Covid-19, jusqu'en 2024. Parce que bon, malgré tout, bon, il y a des effets, comment dire ça, il y a des restes en fait. Enfin, il y a de, comment dire ça, zut, j'ai oublié le terme. Enfin bon, bref, il y a une imprégnation émotionnelle, une imprégnation mémorielle dans les institutions, parce que ce qui compte, c'est l'opinion publique, certes, mais aussi les institutions. Et donc en fait, l'OMS exploite, hein, la persistance en quelque sorte mémorielle, hein, de cet événement essentiellement médiatique, enfin de cette crise sanitaire médiatique, pour essayer, encore une fois, de faire passer un maximum de choses. Donc c'est une course de vitesse, hein, entre le moment où
plus personne D'accord. n'y croira, où tout le monde saura que finalement, bon, en réalité, le SARS-CoV-2 n'a tué que quelques milliers de personnes en France, comme n'importe quelle grippe, hein, enfin, et rien de plus, hein, et qu'à l'échelle mondiale, il n'y a pas les millions de morts qu'on nous a présentés. Hein, enfin, dans ces millions de morts, il y en a plein qui, en fait, qui sont morts dans un accident de la route. Hein. Il se trouve qu'ils ont été testés positifs, mais même les tests eux-mêmes, de toute façon, sont pas fiables. La plupart du temps, il y a beaucoup de faux positifs, et puis il y a les seuils aussi là de positivité des tests PCR qu'on peut faire varier hein, pour fabriquer plus ou moins. D'ailleurs, c'est Didier Raoult s'est fait avait baissé justement là dans son institut à Marseille les seuils de positivité. En fait, et résultat, techniquement, enfin statistiquement, il avait moins de cas positifs. Vous voyez, donc enfin, vous pouvez faire Oui. varier la réalité, en réalité, au moyen de la méthode utilisée pour mesurer la réalité. Les Chinois, par exemple, ont arrêté aussi d'utiliser les tests PCR. Résultat, ils n'ont quasiment plus aucun cas positif. Enfin, depuis décembre 2022. Donc, en fait, vous construisez la réalité au moyen de vos outils de mesure de la réalité. Donc ça, c'est un grand débat en épistémologie hein, qui est devenu vraiment central en physique quantique, hein, puisque les outils de mesure, enfin la prise de mesure, en fait, décide plus ou moins de la nature de l'objet observé. En physique quantique, c'est totalement évident, mais en réalité, c'est toujours comme ça, en fait. C'est-à-dire que le prisme de lecture de la réalité, la grille de lecture, va influencer hein, l'objet, enfin va influencer la perception, votre perception de l'objet. Bah, c'est Oui. des questions passionnantes, mais qui sont donc en fait traitées hein, par tous les cabinets de consultants pour fabriquer hein, en fait des crises, des crises en fait, par exemple des crises sanitaires, mais pas que. Hein. Alors si on prend l'Ukraine, enfin je voulais poser une question, enfin vous vouliez dire quelque chose. Par Non, exemple non, 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 l'Ukraine, de allez-y, fait allez-y, oui, allez-y. comment dire, il se passe quelque chose en Ukraine. Le problème c'est que le récit lui-même est entièrement faux. Hein. C'est-à-dire qu'en fait le pouvoir omet soigneusement hein, de préciser que la guerre civile commence en 2014, premièrement, à la suite d'un coup d'État. Ça, on n'en entend plus parler du tout. Hmm. Hein, et que, alors, en plus, ce coup d'État, bon, moi, je me suis un peu penché sur le sujet. En plus, le coup d'État ne commence même pas en novembre 2013. Là, par contre, on peut trouver encore une page Wikipédia sur l'Euromaïdan, hein, que l'on fait commencer en novembre 2013. Mais en réalité, hein, quasi tout le monde pratiquement a oublié, sauf certainement les Ukrainiens eux-mêmes, puisque enfin, je pense que ceux qui l'ont vécu s'en souviennent encore. La révolution colorée de l'Euromaïdan commence au printemps 2013, en fait, mais avec un autre nom. C'était pas l'Euromaïdan, c'était Ukraine soulève-toi. Et en fait, tout en fait, comment dire ça, le récit, enfin, le réel est écrasé hein, sous un récit entièrement fictif. Qui en fait oublie systématiquement de mentionner que les troubles en Ukraine commencent en 2014 parce que deux régions ont désapprouvé le coup d'État, tout simplement. Voilà, c'est tout. Hein. Et puis alors le coup d'État, n'en parlons même pas. Enfin, je veux dire là, ça n'existe même plus du tout, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'était le paradis sur terre en Ukraine depuis toujours, et que d'un seul coup, un matin, Poutine, qui en fait ce matin-là n'avait pas pu manger un enfant, était de mauvaise humeur et s'est dit allez, j'envahis l'Ukraine. Voilà. Comme Hitler qui se dit un matin, j'envahis la Pologne. Voilà. Donc, mais ça, c'est totalement fictif. Ça ne... En réalité, l'OTAN en fait a mis le grappin sur l'Ukraine depuis 2014 et il y avait des instructeurs de l'OTAN, il y avait en fait toute une militarisation sous contrôle de l'OTAN. Et je rapporte toutes les sources dans mon bouquin là sur le sujet. Donc je rapporte des sources, mais que l'on peut trouver dans les médias conventionnels, hein, dans les médias de masse, hein, parce que c'est toujours possible. Malgré tout, il y a toujours effectivement ce retour du réel hein, à intervalles réguliers. Et donc, l'idée, donc on crée une situation de chaos, ce qui permet d'influencer la façon dont la population voit les choses, et on essaye de l'amener petit à petit dans la direction que l'on veut, en sachant que quand le chaos a été créé, on a à peu près donc 2 ans pour réussir à faire passer ce que l'on veut faire passer. Et quel est l'objectif final? C'est
de garder le contrôle et le pouvoir sur la population. C'est ça l'objectif Bah, en fait, final. là, l'objectif final, à mon avis, enfin, moi, c'est ce que je vois depuis allez, une bonne vingtaine d'années maintenant. Enfin, c'est-à-dire que ça fait 20 ans que je m'intéresse au transhumanisme. Et alors, pendant un certain nombre d'années, je voyais ça comme une forme de lubie, hein, de milliardaires, comment dire, de milliardaires un peu, comment dire, désœuvrés, ou alors d'informaticiens de la Silicon Valley qui se faisaient greffer une antenne sur la tête ou ce genre de conneries. Bon, en fait, c'est un projet coercitif, hein, fondamentalement. C'est pas du tout. Et là, on a commencé à le comprendre. Moi, j'ai commencé à le comprendre justement à la fin des années 2000, hein, que ce n'était pas simplement, comment dire, une sorte de fantasme de science-fiction qui pouvait séduire certaines personnes, mais qu'on allait nous foutre la paix avec ça. Non, on a vu que effectivement, en réalité, le projet d'informatisation de la société qui est en cours, hein, donc le projet de numérisation croissante, hein, de nos vies se réalise contre même, je dirais, la vie des populations. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est un projet donc qui est nourri par des élites, hein, des gens qui effectivement ont intérêt, en fait, pour en réalité, comment dire, sécuriser leur territoire, cherche à réduire l'incertitude, hein, toujours pareil. Donc cherche à contrôler, hein, la biomasse, hein, parce que bon voilà, la nature réinjecte perpétuellement de l'incertitude. Pourquoi? Parce que la nature, c'est la prolifération. Hein. Mm. La nature ne se contrôle pas. La nature, elle est gratuite, hein, premièrement, et elle est décentralisée. Donc bon, donc il faut en finir avec la nature. Hein. C'est vraiment le projet du transhumanisme. Donc voilà, je lâche le mot. Hein, fondamentalement, globalement, au niveau global, nous allons vers le transhumanisme. Et pour fabriquer notre consentement à en fait cette liquidation non seulement de l'espèce humaine, mais au-delà du biologique, c'est d'une telle violence, hein, que forcément, si on nous annonçait le projet comme ça, bon, ça provoquerait des réactions de refus. Vous avez vu là, dans mon bouquin, là, je rapporte le texte, le livre bleu là du Gixel. Hein, c'est un extrait en fait, hein, c'est-à-dire, bon, c'est le lobby du numérique en France, hein, et en 2005, il produisait un texte, hein, qu'on peut encore trouver aussi en source ouverte, hein, où il se demande, bon, comment allons-nous, hein, numériser la société, comment allons-nous informatiser la société, parce que justement, ça provoque des réactions de refus. Hein, parce que c'est intrusif, parce que après c'est la traçabilité complète de la vie privée, etc. Et bon, bah voilà, ils mentionnent quelques stratagèmes, hein, c'est-à-dire, je sais pas, parler de la sécurité ou je sais pas quoi. Enfin, et en fait, bon, mais bon, je renvoie en fait les gens en fait à mon bouquin et pour qu'ils tout simplement trouvent la citation d'eux-mêmes. Là, je l'ai plus en tête exactement, mais et tout ça en fait nous achemine vers le transhumanisme, hein, c'est-à-dire vers en fait l'encadrement, comment dire, de nos vies, hein, de l'encadrement du biologique par le numérique. Ce que Klaus Schwab, lui, parle de fusion du biologique et du numérique. Mais cette fusion se fera à l'avantage du numérique. Hein, c'est ce que disait Baudrillard dans les années 70-80. L'objet est toujours plus fort que le sujet. Pourquoi? Parce que l'objet n'a pas de sensibilité. Hein, et donc, en fait, il est indifférent. Le sujet est toujours obligé de s'adapter. Donc, en fait, ce sont les sujets qui sont obligés de plier leur volonté aux objets. Hein, toujours, hein, dans cette dialectique entre le sujet et l'objet gagne toujours à la fin. Et Mais ce que vous annoncez est particulièrement sombre, mais est-ce qu'il y a un moyen d'en sortir ou est-ce que c'est quelque chose alors, il y a quelque d'inéluctable chose pour vous? d'inéluctable parce que tout simplement, c'est la logique technoscientifique qui est plus forte que la volonté humaine en réalité. Hein, comment dire, ça ressemble à une sorte de causalité un peu divine. Hein, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui contraint tous les Mm. comportements. Pourquoi? Parce que nous sommes pris dans des rapports de force. Et si je renonce au développement technoscientifique, hein, eh bien, en fait, je renonce à la course aux armements et donc, forcément, je laisse l'ennemi gagner par forfait. Hein. C'est-à-dire que je me retire du rapport de force, je me retire de la course aux armements,
qui elle-même est soutenue par la technoscience. Hein. Pourquoi les Russes peuvent damer le pion à l'OTAN aujourd'hui? Parce qu'ils ont des missiles hypersoniques et qu'ils ont 10 ans d'avance sur le plan technoscientifique. Ils ont 10 ans d'avance sur les Occidentaux. Et donc, voilà. Donc, en fait, enfin, puisque le monde est concurrentiel, là, c'est le seul point véridique dans la théorie libérale. Hein. Je suis pas spécialement libéral, mais je prends ce qui est vrai partout. Hein, en fait, hein. Il y a du vrai dans le marxisme, il y a du vrai dans le libéralisme. Bon, ce qui est vrai dans le libéralisme, c'est que en fait, le monde est une sorte de grand marché, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le monde est concurrentiel. Donc, si vous voulez, donc c'est la théorie des jeux qui permet de modéliser hein, ce monde concurrentiel, ce monde conflictuel. Et ça, les Grecs le disaient déjà, hein, le polémos, c'est-à-dire le combat est père de toute chose. Et c'est bien. Enfin, je veux dire, bon, voilà, c'est ce qui pousse chacun à donner le meilleur de lui-même. Hein. Ça, c'est le seul point positif du libéralisme, c'est l'émulation. Hein, voilà. Donc, on le voit dans le sport, par exemple, ou dans voilà. Bon, en réalité, en fait, le libéralisme ensuite est très planifié. En réalité, hein. C'est pas si concurrentiel que ça. Enfin, du moins, c'est un peu un slogan pour appâter, enfin, pour se donner une bonne image, un peu de sagesse populaire, donner le meilleur de vous-même. En réalité, le libéralisme est très planifié et très centralisé. Mais bref, c'est un autre débat. Ce que je voulais dire là, c'était que en fait, hein, si vous refusez justement cette course aux armements, en fait, vous êtes en décrochage capacitaire. Hein, c'est le terme des militaires. Et donc, bah, vous laissez l'ennemi prendre un avantage technoscientifique, et donc un avantage dans le rapport de force. C'est-à-dire que vous vous désarmez vous-même. Hein, si vous refusez la course aux armements, bah, vous vous mettez vous-même hein, sur le côté de la route et vous laissez les autres courir et gagner. Et voilà. Et donc vous êtes obligé, hein, quel que soit hein, finalement comment dire, votre gouvernement, quel que soit votre pays, vous êtes obligé de jouer le jeu de cette théorie. Enfin, c'est vraiment la théorie des jeux, hein, de jouer à ce jeu hein, de la compétition technoscientifique. Et en ce sens, donc, c'est le transhumanisme a une origine décentralisée, hein, parce qu'il y a des gens qui vous disent oui, oui, mais non, c'est tel groupe, telle minorité active qui veut imposer le transhumanisme. Non, ça vient de partout à la fois, parce que la compétition technoscientifique vient de partout à la fois, parce que tout le monde y joue et que tout le monde, en fait, comment dire, stimule l'adversaire, puisque à chaque fois que j'ai marqué un avantage, hein, que j'ai marqué un point, eh bien, je pousse mon adversaire à vouloir marquer 2 points pour me rattraper et me dépasser. Vous voyez. Et c'est comme ça que le transhumanisme apparaît. À un moment donné, hein, j'en parlais là sur André Berkoff, hein, je rappelais en fait, le film qui dit tout là-dessus, hein, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick. Il montre en fait comment la course aux armements commence avec les hommes préhistoriques, hein, et que en fait, la course aux armements, c'est simultanément hein, une course technoscientifique hein, qui s'appuie sur des outils technologiques toujours plus sophistiqués. Ça commence avec un os ou un bâton, et à la fin, bah, c'est un ordinateur, une intelligence artificielle ou des missiles hypersoniques. Mais le problème avec tout ça, c'est que au passage, ça peut modifier notre nature. Puisque en fait, la prothèse qui dans un premier temps vient remplacer ma jambe coupée, par exemple, j'ai eu un accident, j'ai perdu une jambe. Bon, bah super, j'ai une prothèse. Enfin, en fait, j'ai une jambe de bois, quoi. Enfin, elle peut être, comment dire, plus sophistiquée. Hein. C'est comme le type là qui faisait, enfin, au jeu handisport, là, on les voit courir avec des sortes d'échasses là, en fait, qui remplacent les jambes. Enfin bon, c'est assez spectaculaire. Hein. Mais au bout d'un moment, le problème, c'est que la prothèse peut commencer en fait à me remplacer entièrement. Hein, c'est ce que disait Jacques Attali en 1980 dans ses interventions là sur le cannibalisme, enfin l'ordre cannibale. Il disait en gros, bon, en fait, les prothèses vont progressivement remplacer tout le corps. Donc là, on est dans le grand remplacement hein, de l'humain par son propre outil. Hein, et ça, bon, c'est vieux comme c'est le thème de l'apprenti sorcier, hein, du mythe de Frankenstein. C'est quand l'outil de l'humain, l'invention de l'humain, se retourne contre l'humain. Bon, on a eu un problème de connexion, du coup, Lucien Cerise a été déconnecté, mais il revient avec nous. Donc l'idée générale
de votre livre, c'est donc de dire, voilà, on est passé d'un moment où les États avaient un contrôle autoritaire sur la population, comme on a pu le voir sous les rois, sous la monarchie, mais également jusqu'au général de Gaulle, grosso modo. Ensuite, on est passé sur un contrôle de la population. Enfin, la population n'acceptait plus ce genre d'autorité. Donc, on est passé sur un contrôle par le chaos, c'est-à-dire qu'on crée un sentiment de chaos et de danger. On le voit avec l'Ukraine, on l'a vu avec le Covid, on peut le voir à d'autres moments. On crée un sentiment de chaos et de danger, quitte à tordre un peu la réalité, ce qui va permettre pendant 1 à 2 années de contrôler la population et de lui faire accepter ce qu'elle n'aurait jamais accepté, comme des confinements, comme le pass sanitaire, comme actuellement des restrictions. On est en train on a eu une inflation énorme, beaucoup de restrictions de consommation d'électricité cet hiver, ce qui aurait jamais été accepté il y a 10 ans. Ou avec actuellement avec le réchauffement climatique, on est en train de restreindre les quantités d'eau que les gens peuvent utiliser, ce qui aurait été complètement aberrant il y a 10 ans aussi. Donc on arrive à restreindre la population dans ce cadre-là, et puis derrière, l'objectif, c'est de l'emmener vers un transhumanisme, voilà, vers le transhumanisme. Je résume grosso modo votre pensée en disant Oui, ça. surtout, en fait, il est apparu que les méthodes de contrôle social par le désordre étaient en fait plus efficaces que les méthodes de contrôle social par l'ordre. C'est-à-dire que, en fait, vous creusez un écart, enfin, vous pensez creuser un écart entre vous et le peuple, en fait, enfin, entre vous et votre cible, quand vous la contrôlez par le désordre. C'est-à-dire que, enfin, alors le problème, c'est qu'ensuite il y a donc des effets de rétroaction qui vous affectent, vous impactent en retour. Hein, c'est-à-dire que là, on voit bien que ces méthodes de contrôle social par le désordre, finalement, induisent, enfin, il y a des chocs sismiques en fait qui viennent impacter le pouvoir lui-même. C'est-à-dire que la baisse volontaire de la qualité de l'enseignement, par exemple, hein, dont le but est de fabriquer de plus en plus d'abrutis. Hein, la baisse du QI vient de là. Hein, c'est que l'enseignement est, c'est pas moi qui le dis. Hein, il y a des enseignants, justement, des gens de l'éducation nationale, qui depuis quelques années sortent des bouquins pour dire le niveau baisse et c'est voulu. Hein, c'était, je crois, un titre bien connu, c'est La fabrique du crétin. Voilà. Donc ça, bon, voilà, le niveau baisse et c'est voulu. Hein. Le problème, c'est que ensuite, hein, c'est la question du renouvellement des élites. Hein. Comment le pouvoir va-t-il réussir à durer, hein, en faisant baisser le niveau perpétuellement? Parce que à un moment ou un autre, ça va l'impacter en retour. Hein, ça, c'est le cœur de la cybernétique sociale. C'est comment dissocier celui qui inflige les coups de sa cible pour qu'il n'y ait pas de choc en retour. Et ben c'est pas possible en réalité, voilà tout simplement. Vous pouvez creuser un fossé, hein, si plus le fossé sera grand et moins hein, vous aurez d'impact sur votre cible, enfin moins vous la frapperez facilement. Mais si vous réduisez, justement pour la frapper plus facilement, vous êtes obligé de réduire la distance entre vous et la cible, et à ce moment-là, il y a le choc en retour presque instantané. Hein, c'est un peu comme un karma, tu vois. Enfin, là, je parlais de contre-culture. Il y a une chanson célèbre de John Lennon, hein, Instant Karma, karma instantané, hein, c'est-à-dire choc en retour instantané. Hein, donc effet boomerang instantané. La cybernétique, c'est très simple, passe son temps à travailler pour en finir avec les effets boomerang. Hein, voilà. Donc là, on voit qu'on entre dans une idiocratie. Hein, c'est-à-dire que le pouvoir est de plus en plus bête, lui aussi, et de moins, enfin en tout cas en Occident, il est de moins en moins capable de gérer la situation. Et donc en fait, il se déstabilise lui-même en déstabilisant la société. C'est-à-dire que les méthodes d'ingénierie sociale et de contrôle social par le désordre, eh bien, induisent du désordre aussi hein, pas, chez l'ingénieur social. Euh, et, euh, et à l'opposé, en fait, les sociétés, je dirais,
qui ont des bases, enfin les régimes politiques qui ont des bases encore un peu plus traditionnelles, comme la Russie, comme la Chine, comme enfin l'essentiel finalement du monde en réalité. Il n'y a qu'en Occident qu'on est vraiment dans la gouvernance par le chaos et l'ingénierie sociale et la conduite du changement, qu'on est à ce point là-dedans. Enfin qu'on y est jusqu'au cou, vraiment, pour rester poli. Mais bon, enfin dans les restes du monde. En réalité, bon, on est encore dans des méthodes de contrôle social par l'autorité, par la verticalité, par la hiérarchie. Le résultat, c'est que le pouvoir est beaucoup plus performant qu'en Occident. Et donc, ceci étant, il donne les moyens psychologiques à la population d'être elle-même performante, parce qu'il y a encore une solidarité. Le problème en Occident, enfin le problème avec les techniques appliquées en Occident, c'est qu'il y a une désolidarisation volontaire, parfaitement voulue, du pouvoir par rapport au peuple, pour justement être en mesure de le frapper sans choc en retour, sans effet de choc en retour. Mais sauf que c'est pas possible techniquement, on peut pas, c'est pas possible. Il y a toujours des chocs en retour. Ou alors il faut vraiment que je sois à l'autre bout de l'univers, mais à ce moment-là je ne peux plus frapper ma cible. Vous voyez, enfin parce que donc il y a des limites structurelles. Enfin il y a des limites vraiment en fait justement à cette gouvernance par le chaos et qui en fait ne peut pas aller au-delà d'un certain seuil. C'est peut-être ce qui va nous sauver d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait là, ce qu'on voit, c'est que on est dans une idiocratie en Occident. C'est pas le cas dans les restes du monde, comme on disait, comme disait une certaine une émission d'humour. Et donc les restes du monde, en quelque sorte, vont tout simplement prendre le leadership international. Voilà. Alors après, ça ne règle pas la question du transhumanisme, puisque, comme ce que je disais tout à l'heure, tout le monde est impliqué dans la course aux armements, donc dans le transhumanisme, c'est-à-dire le soldat augmenté, les armes, comment dire, enfin les armes, alors les missiles hypersoniques par exemple, mais il y a aussi des armes informatiques. Tout ce qui est virus informatique, etc. Donc en fait, le caractère enveloppant de l'informatique n'est pas prêt de s'arrêter. Il y a des gens qui reprochent, notamment enfin, il y a des partisans de la Russie là dans le conflit actuel. Et puis il y en a d'autres qui disent oui, mais attention, regardez, la Russie aussi développe les CBDC, c'est-à-dire les monnaies numériques d'État. Donc il va y avoir le rouble numérique. Donc en réalité, les Russes vont se retrouver comme les Européens, enfin comme les Occidentaux, avec des monnaies numériques. Donc là, c'est traçabilité totale et fin de la vie privée. Oui, le problème, c'est que, de toute façon, les monnaies numériques vont apparaître, de toute façon. Maintenant, si vous ne développez pas votre monnaie numérique, vous vous soumettez à la monnaie numérique des autres. Vous voyez le problème, le vrai problème, qui est vraiment qui est vraiment très très énervant, c'est que on ne peut pas échapper à cette enfin j'appelle ça une course aux armements, mais là en l'occurrence concernant les monnaies, ça concerne aussi la guerre économique mondiale, enfin la guerre économique entre les puissances économiques. Si les Russes ne développent pas leur rouble numérique, ils sont en décrochage capacitaire par rapport au dollar numérique, par rapport à l'euro numérique. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas soutenir le rapport de force économique dans ce champ-là. Et donc, ils se désarment eux-mêmes. Et donc, en fait, ils s'extraient eux-mêmes de la compétition. Et donc, ils laissent les autres gagner. Enfin, vous voyez le dilemme. En fait, c'est atroce. C'est absolument atroce. Quand on y pense, c'est que... Et le seul moyen pour en finir avec ça, ce serait une sorte de moratoire universel, justement sur le numérique. Enfin bon, il y a peut-être un prélude à cela là, puisque la semaine dernière il y a une centaine d'experts là qui ont signé une pétition pour imposer un moratoire sur le développement de l'intelligence artificielle. On va peut-être y venir. Mais le problème, c'est après combien de morts, parce que le vrai problème pour moi, si vous voulez, de l'informatisation de la société, c'est pas que ça marche, ou c'est pas que l'intelligence artificielle commence à m'attaquer parce qu'elle deviendrait consciente. Non, le problème c'est que ça ne marche pas en réalité. Les bugs sont de plus en plus nombreux. Enfin, je veux dire là, l'autre jour, j'ai pas pu monter dans un train. Pourquoi? Parce que j'avais mon billet, mais impossible de cliquer le QR code. Pourtant, j'avais mon billet physiquement. Vous voyez?
Et les contrôleurs sur le quai D'accord. ne m'ont pas laissé monter dans le train. Et si j'avais commencé à vouloir forcer le passage, je me retrouvais au poste. Mais j'avais mon billet. Mmh. Mais on m'a pas laissé monter dans le train parce que le QR Le code QR ne code marchait marchait pas. pas. Vous voyez Ouais. le truc de dingue. Et donc le résultat, j'ai été obligé d'acheter un nouveau billet à tarif plein pot, première classe parce que la deuxième classe était saturée. Et voilà. Et alors ensuite, je me dis bon, je vais quand même me faire rembourser. Logiquement, ça devrait marcher. Impossible. Je vais sur le site de la SNCF. Donc on me dit voilà, il y avait un onglet réclamation, je sais plus quoi, et je me retrouve face à un chatbot qui comprend pas ce que je dis. C'est-à-dire quand j'ai passé une demi-journée à Mmh. essayer de me faire comprendre par une intelligence artificielle, à la fin, bon, j'ai dit basta, je suis allé à une agence donc près de chez moi où il y a encore des humains, et là on me renvoie, on me donne un petit carton d'invitation et on me renvoie au chatbot de l'intelligence artificielle de la SNCF. Alors là, donc voilà, donc j'ai perdu une journée entière. Heureusement, j'avais posé un jour de congé. Enfin, je revenais d'un déplacement. Je reviens sur le site de la SNCF et là, bon, j'avais compris que en fait mes énoncés matinaux étaient trop complexes pour l'IA, pour le chatbot de la SNCF. Donc j'ai fait des phrases d'enfant, hein, enfin sujet verbe complément, enfin tout simple avec très peu d'informations. Et là, ça marchait. Donc déjà il faut s'adapter en fait à une intelligence artificielle qui est en fait plus conne que vous, enfin qui est pas intelligente en réalité, parce que les phrases que je Mmh. faisais le matin, n'importe quel humain les aurait comprises, absolument n'importe lequel. Hein. Bon, donc là, l'après-midi, je suis obligé de faire des phrases, comment dire, où je parlais comme un enfant. Enfin, je suis obligé de baisser mon niveau. Et là, ça marche. Et là, j'arrive donc à faire rentrer les PDF donc du billet qui avait été annulé par un bug, et puis du nouveau billet que j'ai acheté. Et j'explique très simplement, voilà, bon, il y a eu un bug, je réclame le remboursement du deuxième billet, voilà. Et puis donc, voilà, et je reçois un message de confirmation sur ma boîte, sur ma messagerie, qui me dit, voilà, c'est en traitement. Bon, revenez plus tard, hein, voilà, en gros. Donc 2, 3 jours après, je reviens et je regarde en fait le suivi hein, du traitement de ma demande. Et qu'est-ce que je reçois comme message? Dossier clôturé. Aucune explication et aucun remboursement. Hein, je suis allé regarder tout de suite là sur mes relevés bancaires si j'avais été compensé, si j'avais reçu un virement de 134 euros, rien du tout. Et impossible d'avoir des explications. Donc en fait, vous voyez, le vrai problème hein, qu'on va rencontrer de manière croissante, c'est pas une intelligence artificielle trop intelligente, hein, trop perfectionnée. Non, non, non. C'est des bugs à répétition. Le vrai problème, c'est que ça ne marche pas et que ça va tuer des gens. Imaginez quelqu'un en fait qui doit se faire opérer du cœur, par exemple, par une intelligence artificielle ou du moins par des humains, mais lourdement aidés par de l'informatique. Ben voilà, un bug et vous êtes mort. C'est tout. Non, en fait, ça va compliquer l'existence, mais dans des proportions mais délirantes. Et Ben, écoutez, enfin, merci pour cette interview, Lucien Cerise. Donc, je rappelle votre livre, Gouverner par le chaos aux éditions Max Milo. Je mets un lien dans la description de la vidéo pour que tout le monde puisse aller le chercher chez l'éditeur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.